colloque a montré qu'on avait une meilleure compréhension des mécanismes du comportement, une meilleure compréhension des facteurs qui agissent sur le comportement, qu'on savait mettre en place des environnements qui guident le consommateur vers des choix particuliers. Les gens qui font de la psychologie sociale le savent, les gens qui font du marketing le savent, et en plus Pierre Chandon a bien montré que c'était une tendance dans les travaux qu'il avait étudiés, puisqu'il a fait une revue générale des travaux sur ces questions, d'avoir des interventions à la fois plus efficaces mais moins évidentes. Et donc du coup, je pense qu'on peut dire qu'il y a plus d'efficacité, qu'on sait mieux guider le consommateur, le on étant général. Et pour l'instant, les acteurs qui utilisent le plus ces outils sont évidemment ceux de la distribution et les producteurs. Quel que soit l'acteur qui utilise les outils, plus l'outil est efficace, plus il faut se poser la question de à quoi on va s'en servir. Il me semble que c'est important et que du coup ça renforce le poids de la justification. Sinon, c'est vraiment ce qu'on appelle au sens propre de la manipulation. C'est-à-dire, c'est ce que Gérard Réac a très bien montré à la fin du colloque. Si on est efficace dans la manipulation, enfin dans le changement des comportements, mais qu'on masque cette action et l'efficacité de cette action, on est manipulateur. Si on explique en revanche à l'individu ce qu'on va faire, pourquoi, etc., on le place dans une position délibérative et il peut décider s'il accepte ou pas. Quand on est capable de mesurer le moment où la décision est prise et le moment où l'action est entreprise, il y avait des travaux qui montraient assez clairement que parfois l'action précède le moment où la décision elle-même est prise, ce qui est assez curieux, c'est-à-dire que c'est comme si finalement on commençait à agir et qu'ensuite on prend la décision dans sa tête, c'est-à-dire qu'on la rationalise. Ceci, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter soi-même dans un environnement domestique, familier, etc. Parfois, on commence une action, il n'y a pas besoin de délibérer, on la fait par réflexe, et après, on l'assume, par exemple. Et donc, dans ce cas-là, évidemment, c'est pas ce qu'on appelle un choix au sens d'un choix délibératif. Il n'y a pas de travail cognitif, il y a une activité réflexe qui provient simplement du fait qu'on a accumulé des habitudes, etc. et que ce qu'on fait est quelque chose qu'on a déjà fait et qui ne pose pas de problème particulier. Donc ça me... Enfin, je pense qu'il a raison et qu'effectivement, du fait de... là, c'est d'ailleurs un mécanisme économique, c'est-à-dire que si on devait délibérer à chaque choix qu'on fait dans une journée, on ne pourrait pas, tout simplement. Donc il y a un coût-avantage, c'est-à-dire qu'on va délibérer, faire ce qu'on appelle un vrai choix, si jamais il y a des enjeux importants. Sinon, le risque de se tromper étant faible, le coût correspondant à la délibération n'a pas lieu d'être supporté, quoi. En fait, c'est ça l'idée, et c'est très rationnel pour le coup. C'est-à-dire qu'il faut distinguer ça de l'impulsion qui serait un choix complètement nouveau, que tout d'un coup on va faire sous l'effet d'une incitation extérieure. Là, je parle plutôt de choix qui sont dans les routines. C'est deux choses différentes. Est-ce qu'on peut parler des choix d'une population? Non, on ne peut pas parler des choix d'une population. La population ne choisit rien, sauf si c'était un vote. Mais dans quel cas, ça, c'est le choix d'une population. En fait, pour une population, on agrège des comportements ou des attitudes et on regarde en moyenne ce qui se passe et on travaille statistiquement. Et souvent, évidemment, la moyenne est en fait le choix de personne dans la population. Des gens peuvent faire des choix proches de la moyenne. En général, personne n'a fait le choix moyen. Et si l'hétérogénéité est très grande, il y a même des choix qui peuvent être très différents du choix moyen. Et la question après est de savoir effectivement comment on passe de ces observations moyennes à des recommandations pour des individus particuliers. Et là aussi, il y a évidemment beaucoup d'autres facteurs à prendre en compte, mais on a besoin quand même de ces choix moyens pour comprendre comment les choses se passent, pour avoir une représentation plus simple. Mais une moyenne comme un modèle est toujours une simplification de la réalité qui nous aide à réfléchir, mais qui ne doit pas nous empêcher de réfléchir. La question de savoir comment opérer les choix, c'est un petit peu la même chose que le yo-yo. D'ailleurs, dans les cures d'amaigrissement, on sait que les gens qui perdent rapidement du poids le reprennent rapidement. Enfin, qu'en gros, les résultats qui sont obtenus très rapidement sont souvent pas très stables. C'est le premier point sur le rythme des changements. Le deuxième point, c'est sur la multiplicité des facteurs qui interviennent. C'est-à-dire que dans des environnements complexes, comme on l'a vu, il y a un grand nombre de facteurs qui agissent sur le comportement et
plutôt que d'essayer de changer un facteur, sachant qu'après, il pourrait y avoir des réactions liées à d'autres facteurs, d'autres possibilités de choix, etc., il vaut mieux procéder pas à pas, attendre qu'un changement soit stabilisé et intégré pour continuer. Simplement, ça implique, c'est pas qu'il faut faire moins, mais c'est qu'il faut faire de façon constante, en négligeant aucun petit effort, quelle que soit la direction, pour aller dans le sens où on souhaite aller. Et il semblerait, je ne connais pas toute la littérature sur le sujet, mais en tout cas les papiers que j'avais lus sur la théorie des petits pas, des small steps, étaient c'est assez convaincant, parce que ça n'entraîne pas de bouleversement radical dans la vie de tous les jours, mais ça indique une direction et on fait tout pour aller dans cette direction en agissant par petites touches sur tous les facteurs qui y vont, et on sait que c'est quand même comme ça que c'est le mouvement géologique. On voit rien se passer et puis finalement les montagnes changent de place ou disparaissent, et donc il ne faut pas être trop pressé, mais il faut être constant dans sa volonté de changer. Ce qui est novateur, je pense, c'est le fait de mettre tout cela ensemble dans une même journée. Dans chacune des disciplines qui sont intervenues, que ce soit le marketing, enfin le merchandising, enfin le marketing social, le marketing en général, l'économie ou la psychosociologie. Il me semble que il n'y a pas eu de découverte. On a parlé de choses, chacun a parlé de choses qui étaient connues déjà, pas forcément depuis très longtemps, mais enfin qui sont avancées. On est vraiment sur les frontières de ce qu'on connaît en matière de changement des comportements ou en matière d'évaluation des interventions publiques. Par exemple, le paternalisme dont j'ai parlé en début de journée fait l'objet de recherches actives aujourd'hui. Donc on est vraiment à la frontière de la connaissance. Et on a dit ce qui était possible de dire aujourd'hui compte tenu de ce qu'on sait. Mais je pense que l'apport du colloque, et en tout cas je pense que ce qui a plu aussi beaucoup aux participants et au public, c'était de voir toutes ces choses-là réunies et de voir comment les points de vue de quelqu'un qui va mettre des produits dans un rayon ou de quelqu'un qui va chercher à améliorer la santé de ses concitoyens pouvaient finalement réfléchir autour des mêmes concepts, avec les mêmes outils, dans un environnement intellectuel, je dirais, et conceptuel qui s'unifie. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant.